ex-Marseille. Alors, Monsieur Renaud Ferrier est titulaire d'une thèse de doctorat en mathématiques appliquées. Ses travaux de recherche s'articulent autour des problèmes inverses d'identification de défauts géométriques. Actuellement, il est en postdoc à l'Université de Marseille et plus précisément au laboratoire de mécanique et d'acoustique, si je ne me trompe pas. Alors, aujourd'hui, Monsieur Ferrier va nous parler d'un travail intitulé Identification de fissures avec des données incomplètes par les méthodes de Descartes à la réciprocité. Donc, juste, je signale que Monsieur Ferrier travaille en collaboration avec Mohamed Al-Qadir, je pense. D'accord. Donc, tu peux commencer, Rémi. Hein? Ok. Alors, j'espère que ça ne va pas planter là. Attention. Hop, partager. Là. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on voit mon écran du coup? Oui, parfait, parfait. Bien. Merci à tous d'être venus, d'avoir patienté jusqu'à ce qu'on résolve les problèmes techniques. Du coup, je vais vous présenter, effectivement, comme ça a été dit par Monsef, des travaux que j'ai fait dans le cadre de ma thèse et que j'ai un petit peu continué sur l'identification de fissures à partir de données incomplètes par la méthode de l'écart à la réciprocité. Renaud Ferrier, c'est moi. Pierre Gosselet, c'était mon directeur de thèse, dans ma thèse. Et Mohamed Larbi Kadri, eh bien, il était mon co-encadrant pour la thèse. Alors, les motivations, le type de problème que l'on vise sont des problèmes d'identification de défauts. Donc, par exemple, on prend ce barrage qui va avoir un chargement connu sur toute une partie de son bord, dû à l'eau, typiquement, ou dû à un bord libre, ici. Dans ce barrage, on soupçonne qu'il y ait présence de fissures dans la structure, quelque part, on ne sait pas trop où. Et puis, eh bien, malheureusement, il y a des conditions limites qui sont inconnues ou mal connues au niveau du sol. Au niveau des fondations du barrage, on ne sait pas trop comment c'est accroché. Du coup, on va placer des capteurs sur une partie du bord, sur une partie de la surface du barrage, pour mesurer les déplacements sur cette surface. Et donc, on se retrouve à avoir des données à la fois en déplacement grâce au capteur et en effort grâce au fait qu'on sait que c'est un bord libre ici. Il n'y a aucun effort qui s'y applique. Donc, il s'agit d'une donnée à la fois de Dirichlet et de Neumann. Et à partir de cette double donnée qui est redondante, on va reconstituer eh bien, la fissure qui se situera, qu'on cherche, qui est à l'intérieur du domaine. Alors, quand on réécrit ça de façon un peu mathématique, on a notre problème qui est ici. Donc, on a d'abord le diff de sigma égale 0, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. C'est en fait l'équation différentielle qui est au centre de notre domaine oméga. Ici, on a sur la fissure qui n'est pas connue. Mais on sait que sur la fissure, on peut la modéliser comme un bord libre. Donc, dérivée normale de U égale 0. Enfin, équivalent de dérivée normale pour l'équation qu'on traite. Et puis, on a des conditions limites de Neumann, et de Dirichlet. Donc, effort imposé sur certains endroits et déplacement imposé en d'autres endroits. Donc là, vous voyez qu'on a deux bords, gamma D et gamma N. Donc, cette équation-là, c'est une équation elliptique d'ordre 2. Et on sait que pour avoir une solution, toutes les bonnes propriétés, solution unique, stable, etc., on a besoin que gamma N et gamma D soient des complémentaires à des ronds oméga. Ici, ce n'est pas le cas du coup, puisque le bord sur lequel on a la donnée de Neumann, ça sera le bord ici, il n'est pas forcément disjoint du bord sur lequel on a la donnée de Dirichlet. Et donc, on va nommer gamma N bar le complémentaire à des ronds oméga à gamma N, et pareil pour gamma D, on a gamma D bar. Donc, ce qui nous conduit à introduire 4 bords selon les intersections des différents bords. Un bord où on a donné à la fois de Dirichlet et de Neumann, un bord où on n'a aucune donnée et un bord où on a une seule des deux données de chaque. Bien. Voilà. Et alors, une chose, c'est, voilà, j'ai écrit ici le sigma, donc c'est une fonctionnelle sur le champ vectoriel U,
qui est un champ de déplacement, hein, c'est de la statique mécanique. Et donc la fonctionnelle sigma de U, il s'agit en fait de la multiplication par un tenseur, le tenseur de rigidité qui est symétrique, multiplié par le gradient de U, le gradient symétrique de U, c'est epsilon. Et donc, ce qui est inconnu ici, eh bien, c'est la fissure, la position de la fissure sigma. Donc, dans tout ça, l'inconnu, c'est la position de sigma. On ne connaît pas non plus, attention, le U. Hein. On ne connaît pas le champ UR et on ne connaît pas la position de sigma. Alors, ça ne va pas être le centre de ma présentation, mais les résultats théoriques qu'on peut avoir là-dessus, on a des résultats d'unicité et de stabilité, à la fois dans le cadre de l'équation de Laplace. L'hypothèse qui a été faite dans cet article-là, c'est que la fissure est émergente, c'est-à-dire qu'elle sort du domaine. Et pour le cas de l'équation de l'élasticité statique, qui est celle que j'ai présentée juste au-dessus, eh bien, on a unicité pour la fissure enfouie et un résultat de stabilité pour la fissure émergente. Ce sont des résultats de Lipschitz stabilité. Donc, c'est une stabilité linéaire assez forte. Voilà. Alors, des méthodes d'identification pour les fissures, il y en a énormément. On a une méthode qui consiste à minimiser, faire de la minimisation au sens des moindres carrés. Donc, on minimise l'écart entre un déplacement qu'on prédit, un déplacement qu'on mesure effectivement sur la structure, au sens des moindres carrés. On peut faire la même chose avec une fonctionnelle énergétique. Ici, c'est la partie erreur-relation de comportement. Et puis, j'ai rajouté aussi cet article-là sur une minimisation d'une fonctionnelle énergétique. Mais alors, c'est un algorithme qui se base sur la fonctionnelle en fait, de Cohn-Vogelus, hein, mais qui la minimise. Ils ont proposé un algorithme assez original qui la minimise de façon assez élégante. J'ai voulu un petit peu mentionner cet article-là parce qu'il est assez intéressant à mon avis. Après, on peut utiliser le gradient topologique avec les moindres carrés ou avec la fonctionnelle de Cohn-Vogelus. Et la méthode qu'on va étudier, qui est la méthode de l'écart à la réciprocité, donc on va détailler plus tard. Et une méthode, alors que je n'ai vu appliquer que sur des problèmes, sur l'équation de Helmholtz, donc pas sur des équations elliptiques, mais qui est quand même intéressante et qui est, c'est une méthode qui est un petit peu, qui a un peu le vent en poupe en identification de fissures de Laurent Bourgeois, la méthode d'échantillonnage linéaire ou linear sampling en anglais. Voilà. Donc ici, c'est assez hors sujet par rapport à ce qu'on va dire, mais c'est une méthode que je trouve intéressante. Donc nous, on va s'intéresser à la méthode de l'écart à la réciprocité. Et donc, bien, on y va. Donc le problème qu'on vise, le type de problème qu'on vise, ça serait un domaine, comme par exemple ce magnifique carré unité que vous avez ici, qui serait encastré sur un bord, donc condition de Dirichlet ici, et on est incapable de trouver la condition le flux associé, on est incapable de trouver l'effort qu'il y a sur ce bord-là. On va appliquer des mesures de déplacement sur une partie du bord du domaine, qui est ici. On va soumettre le domaine à plusieurs cas de chargement, et on va chercher à trouver la forme et la position d'une fissure qu'il y aurait dans le domaine à partir des mesures qu'on va faire sur les bords qui sont ici. Donc, le problème direct, les équations, c'est toujours les mêmes. Avec la particularité, c'est que le petit r ici, on peut avoir on a plusieurs cas de chargement. Donc, R, il va de 1 à R max. Alors, on introduit la fonctionnelle d'écart à la réciprocité, que des fois on appelle grand R. Là, j'ai décidé de l'appeler RG, comme reciprocity gap. Et donc, elle est construite à partir de deux choses. D'abord, les mesures, FR chapeau et UR chapeau, ce sont les mesures de Dirichlet et de Neumann sur les bords où c'est connu. Et à partir d'un champ test, donc c'est une fonctionnelle qu'on peut appliquer à n'importe quel champ test de H1 de oméga. Alors, si les mesures respectent l'équation aux dérivées partielles sans la fissure, c'est-à-dire qu'il existe un W tel que UR chapeau soit la trace de W sur d rond oméga et FR chapeau soit la dérivée normale, enfin l'équivalent de dérivée normale en élasticité de W, et que W respecte l'équilibre sans la fissure. Donc ça doit être vrai dans tout oméga. Mais dans ce cas-là,
l'écart à la réciprocité, on peut montrer que la plupart de ces termes s'en vont. Le premier pour raison de divergence de sigma qui vaut 0, et les suivants pour des questions de symétrie de l'opérateur de rigidité. Il ne reste plus que ce terme-là. Et alors là, il ne reste plus qu'à supposer eh bien, que divergence de sigma de V est nulle, et ce terme est aussi nul. Donc ça veut dire que l'écart à la réciprocité pour toute fonction, pour tout champ vectoriel V, qui est dans cet espace-là, qui respecte l'équilibre, donc qui est tel que différence de sigma de V égale 0, que j'ai appelé H div de oméga. Donc pour tout champ, non pardon, c'est pas, dans H div de oméga et qui est tel que différence de sigma de V égale 0, eh bien cet écart à la réciprocité est nul à condition que les conditions limites, elles respectent l'équation aux dérivées partielles. En pratique, eh bien, dans un cas où il y aura une fissure, évidemment, les mesures ne vont pas respecter l'équation aux dérivées partielles sans fissure. Et donc, de l'écart entre les deux, on va déterminer eh bien, la position, la forme, etc. d'une fissure. Donc, on réécrit notre écart à la réciprocité. On réécrit l'espace dans lequel on va travailler. Et si jamais il y a un bord libre inconnu à l'intérieur du domaine, donc c'est comme ça qu'on modélise la fissure, eh bien on peut montrer, c'est très facile à montrer, mais j'ai pas pris la slide nécessaire pour le faire. On peut montrer que l'écart à la réciprocité est tout simplement égal au saut de déplacement le long de la fissure multiplié par les réactions des forces dues au champ test, pour n'importe quel champ test. Alors, on va utiliser cette formule. Donc, on égalise l'écart à la réciprocité à gauche et à droite. On égalise ces deux termes. Et eh bien, on va utiliser différents champs test petit v pour extraire différentes informations là-dessus. Donc, si on fait l'hypothèse que la fissure est plane, eh bien, on va pouvoir… d'abord, on va trouver certains champs test qui vont nous permettre de trouver les coordonnées du plan avec des champs test particuliers. Je ne détaille pas cette partie, c'est très bien détaillé dans des articles, alors dans celui-là, de Stéphane Andrieux en 99. Bon, j'ai la bibliographie à la fin, si vous voulez, vous pourrez faire un impré-écran. Voilà. Et puis, une fois qu'on a ça, eh bien, on utilise une formule, cette formule-là comme une projection de Galerkin, cette partie-là comme un… Donc là, on a une fonction linéaire de V, et là, on a A de UV, avec U qui va représenter notre saut de déplacement. Et donc, on va utiliser cette fonction-là comme une projection. On va projeter cette équation-là de façon projection de Galerkin, de façon à reconstruire le saut de déplacement. Et du saut de déplacement, on sait que la trace du saut de déplacement, eh bien, c'est la forme de la fissure, puisqu'il est nul partout où il n'y a pas de fissure. Un saut de déplacement que là où il y a une fissure. Donc, un exemple très simple. Dans un cas, donc là on est sur des cas, attention, où on a besoin de données sur l'ensemble du bord. On a besoin d'avoir FR chapeau et UR chapeau, j'ai oublié les chapeaux, sur l'ensemble du bord pour pouvoir construire ce L de V ici, qui est ici. Mais si on a les données sur l'ensemble du bord, eh bien on peut reconstruire donc le saut de déplacement. Donc ici vous avez un saut de déplacement référence qui a été calculé par élément fini par résolution du problème direct. Il s'agissait juste d'un problème de traction. Et puis ici, donc on a un saut recalculé avec différentes fonctions. Donc là, c'est des fonctions de type Fourier. C'était la méthode la première qui avait été proposée. Et puis nous, ce qu'on a proposé en 2019, c'est d'essayer plutôt des polynômes. Voir ce que… Donc on avait une meilleure stabilité dans ce cas-là, avec des polynômes pour les fonctions test plutôt que des fonctions de Fourier. Bon. Alors, une petite remarque, parce que là, c'est assez intéressant à mon avis. Il y a un article de 2005, oui, sur l'identification de fissures dans le cas de l'équation de Helmholtz. L'équation de Helmholtz, c'est Laplacien plus K carré de U égale 0. Et dans ce cas-là, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ont été obtenus des résultats de très bonne qualité. On a une identification sur une fissure en X qui est de très bonne qualité. C'est une chose on ne peut pas avoir des résultats d'aussi bonne qualité sur une équation elliptique, comme celle qu'on a choisie, donc de la statique en mécanique, de l'élasticité statique. Donc ça, l'identification est beaucoup plus précise avec l'équation de Helmholtz, ça c'est quelque chose qui est bon à savoir. Et le critère qui a été mis en évidence dans cet article-là, c'est
un lien entre la pulsation de la fonction test V et le terme K dans l'équation de Helmholtz. Et donc évidemment, une équation par exemple de Laplace, ça pourrait être assimilé à une équation de Helmholtz avec K égale 0. Et donc là, on voit bien qu'il n'y aura aucune pulsation qui va être de suffisamment basse longueur d'onde pour satisfaire ce résultat-là. C'est pour ça qu'on a une identification qui est de bien moindre qualité. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Alors, ça c'était pour le cas où on a des données sur l'ensemble du bord. Maintenant, si on a des données manquantes, la première idée, c'est de se dire, c'est très simple, on a des données pas complètes, on va commencer par les compléter. Alors, il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé là-dessus. On a eu un travail avec la résolution préalable d'un problème extrémal borné et puis la résolution d'un problème de Cauchy préalable. Le problème de Cauchy, il s'agit de trouver des conditions limites sur un bord. À partir d'un autre bord, on a des conditions limites redondantes. Donc avec une certaine méthode, qui est la méthode de l'erreur en énergie, qui est utilisée par Stéphane Andrieux notamment. Et donc ce qu'on a proposé assez récemment, c'est de voir si on pouvait faire la même chose avec la méthode de Steklov-Poincaré. Alors, le gros avantage de la méthode de Steklov-Poincaré qu'on y a trouvé, c'est la possibilité de faire des résolutions simultanées de problèmes de Cauchy, c'est-à-dire des problèmes de Cauchy sur la même géométrie, avec des chargements différents. On arrive à en résoudre plusieurs en même temps, sans avoir beaucoup plus de temps de calcul demandé. Ça, c'est grâce à l'utilisation d'un solveur gradient conjugué par bloc. Donc, oui, l'idée, c'est, on a notre problème d'origine. Ici, donc on a des bords, que des bords. Donc le cas ici, ça serait avec des bords uniquement avec des données redondantes sur tout le bord, sauf sur une partie ici où on n'a pas de données de Neumann, que de la donnée de Dirichlet. Bien. Il faut savoir, il faut être au courant que la fissure ne peut être que dans une seule partie du domaine. Ça, c'est une limitation de la méthode. On dit que ce domaine oméga 1 est sain. Donc, dans ce domaine sain qui n'a pas de fissure, on va pouvoir résoudre un problème de Cauchy pour reconstruire la condition de Dirichlet qui est ici et la condition de Dirichlet et de Neumann qui sont ici. Et à partir de là, deux solutions. Soit on fait l'identification de fissure sur l'ensemble du domaine oméga une fois qu'on a les conditions de Dirichlet et de Neumann disponibles. Soit on le fait uniquement sur la deuxième partie du domaine avec les conditions de Dirichlet et de Neumann qui ont été reconstruites. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux, sachant que là, quand on a reconstruit les conditions de Dirichlet et de Neumann, on a deux conditions incertaines. Par contre, on a un domaine plus petit. Alors qu'ici, on n'a reconstruit qu'une seule condition de Neumann, on n'a qu'une seule condition incertaine. Par contre, on a un domaine plus grand. Et ça, c'est moins favorable au niveau de l'inversion. Et donc, la méthode qu'on a choisie, c'est la méthode de Steklov-Poincaré. Et plus précisément, la méthode de Steklov-Poincaré duale, telle que proposée dans cet article de 2011 par Mohamed Larbi-Khazri, dans sa thèse, je crois. Et puis, donc, comme dit, avec un solveur par bloc, comme on l'a proposé en 2018. Voilà. Alors, voilà, on trouve une solution pour le problème de Cauchy. Donc là, j'ai uniquement tracé l'erreur. Hein. L'erreur sur le champ, parce qu'on a évidemment la solution de référence, on le compare. Et l'erreur sur le champ qu'on a, donc c'est quelque chose d'assez régulier, qui monte quand même à 2%, donc c'est pas anodin. Surtout qu'après, on va enchaîner un autre problème inverse derrière. Et par contre, l'erreur sur l'effort est extrêmement problématique, parce que là, vous voyez que vous avez des pics, entre guillemets, d'erreur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent sur un problème de Cauchy, quand on a un bord manquant qui est collé à un bord avec données doubles, avec données de Dirichlet et de Neumann. Voilà. Alors, on pourrait proposer, évidemment, de filtrer ici pour enlever ces points un petit peu aberrants. Nous, on ne l'a pas fait. Et résultat, quand on fait l'identification de la fissure, après coup, en réutilisant ces données-là, on arrive à quelque chose de très propre pour le plan, enfin la ligne de fissure du coup, puisqu'on est en 2D. Par contre, on est obligé de beaucoup régulariser pour avoir la forme de la fissure, et donc on voit qu'on est très loin de la référence. Là, on est avec le rouge uniquement, on est quasiment incapable de savoir où est la fissure. On sait qu'elle est plutôt sur la gauche, mais c'est quand même assez compliqué. Donc, on ne peut pas dire que c'est vraiment un échec parce qu'on sait à peu près où est la fissure, on sait qu'elle est par là, mais ce n'est pas très bien localisé. Voilà.
Alors, d'où ça vient le fait que la fissure ne soit pas si bien localisée que ça? Eh bien, on va analyser un petit peu les résultats de stabilité qui sont disponibles. On sait que pour l'identification de fissures, là c'est en bas, on a une stabilité de Lifshitz. C'est ce que j'ai dit au début. Par contre, pour le problème de Cauchy, il a été montré qu'on a une stabilité uniquement logarithmique. Donc, en stabilité logarithmique, ça veut dire que le logarithme il est du mauvais côté de l'égalité, c'est-à-dire que l'erreur est exponentielle, varie exponentiellement avec le bruit. L'erreur sur la solution varie exponentiellement avec l'erreur sur le second membre. Donc, ce qui fait qu'on enchaîne deux problèmes, un qui a une stabilité logarithmique et un qui a une stabilité de Lipschitz. Ça veut dire qu'on donne à manger, entre guillemets, au problème le plus stable des données qui ont été sabotées par le problème le plus instable. Donc ça, ce n'est pas optimal du point de vue de la stabilité. C'est ça qui nous a conduit à essayer de réfléchir à d'autres méthodes. Alors là, on a quelque chose qui peut se rapprocher du concept de vraisemblance à la réciprocité qui a été introduit par Stéphane Andrieux en 2015. Le principe est le suivant. On a un bord pour lequel la donnée de Dirichlet est disponible, un bord pour lequel la donnée de Neumann est disponible. On va séparer l'effort entre un terme connu sur gamma n, un terme connu sur gamma d et des termes inconnus. Et donc ça doit être égal à l'intégrale sur sigma, qui est inconnu, de la normale à la fissure, qui est elle aussi inconnue, mais qui dépend de sigma, multiplié par le saut de déplacement, qui est inconnu. Donc là, j'ai mis en rouge ce qui n'est pas connu et en vert ce qui est connu. Donc, le principe de la méthode, c'est qu'on va chercher à construire, pour se donner plus de liberté dans la construction du champ inconnu, on va déjà relâcher une condition qui est, dans une méthode de Galerkin, c'est que la fonction de reconstruction doit être la même que la fonction test. Ici, on va relâcher ça, donc on va tomber sur une méthode de type Petrov-Galerkin. Et à partir de là, donc à partir de là, donc on va injecter une famille de fonctions test qu'on va appeler psi, et on va minimiser cet écart-là, l'écart entre le terme du haut et le terme du bas. On minimise l'écart entre le terme du haut et le terme du bas pour toutes les fonctions psi, évidemment, toutes les fonctions test, et pour tous les cas de chargement, parce qu'on se rappelle qu'on a Rmax cas de chargement. Oui, c'est à peu près tout ici. Et alors ici, une petite subtilité, c'est que la fissure sigma, on va faire l'hypothèse encore une fois qu'elle est dans un plan qu'on va appeler pi, et on note petit oméga à l'intersection de ce plan avec le domaine. Ce qui fait qu'on a notre oméga et notre pi. En fait, c'est un oméga de pi. Et alors, à partir de là, deux idées. Soit on construit V, le champ test, tel que les intégrales sur les bords qui ne sont pas connus sur tous les bords, tous ces termes-là s'annulent. Les termes rouges du haut s'annulent. Soit une autre méthode qu'on va proposer après qui consiste à attribuer des inconnus à tout ce qui est rouge, en fait. On se retrouvera avec plus d'inconnus. Alors, d'abord, le premier cas qu'on a appelé méthode de Petrov-Galerkin à 0, puisqu'on va mettre à 0 ces termes-là, eh bien, c'est très simple. Il suffit de dire que V égale 0 sur gamma n bar, ici, et que sigma de V scalaire n vaut 0 sur gamma d bar. Et après, on est revenu quasiment moralement au cas précédent, puisqu'on a un L de V égale A de UV. Voilà. Donc, alors, malheureusement, ici, si on veut utiliser des fonctions test qui sont polynomiales, il y a des cas pour lesquels, malheureusement, il n'y a pas de champ test V qui sont disponibles. D'abord, un cas tout simplement où gamma d bar inter gamma n bar est non nul, donc où il y a un bord sur lequel il n'y a ni données de Dirichlet ni données de Neumann, eh bien, on ne pourra pas le traiter avec cette méthode, parce qu'il n'existe aucun champ, excepté le champ nul, tel que sa trace soit nulle et sa dérivée normale soit nulle sur le même bord. Ça, c'est un résultat d'unicité. C'est le résultat d'unicité pour le problème de Cauchy, en fait, qui donne ça. Et la deuxième chose, c'est, par exemple, si on a un bord droit ou un bord qui a n'importe quelle forme d'un polynôme, sur laquelle on a à la fois une partie qui sera en gamma d bar et une partie qui sera en gamma n bar, c'est-à-dire que sur l'ensemble de cet arc polynomial, on va avoir cette condition où on va devoir annuler gamma n, on va devoir annuler v et sa dérivée normale. Donc, on va se retrouver encore à avoir un champ qui ne peut être que nul. Donc, cette méthode, elle marche très bien
si on n'est pas dans un de ces deux cas qui sont proposés ici. Bon. Du coup, je ne vais pas détailler de solutions avec cette méthode-là. On va passer directement à l'autre méthode qui consiste à attribuer des inconnus à tout ce qui est rouge ici. Alors, il va s'agir de discrétiser toutes les inconnues, donc les trois choses rouges ici, sur des fonctions d'interpolation. Voilà, donc chaque famille de fonctions a son nom, chaque DDL associé a son nom. Et donc, les fonctions d'interpolation qu'on choisit, pour le saut de U, c'est des fonctions de type élément fini, hein, linéaire par morceau, dans le plan de fissure, qui est malheureusement inconnu, donc on va devoir le remailler au cours d'un processus itératif. F, ça sera des fonctions constantes par morceau sur le bord inconnu, sur le bord pardon, qui est connu, sur le bord du domaine. Et U, ce seront des fonctions linéaires par morceau sur le bord. Donc pour faire ça, on a besoin d'un maillage du bord du domaine qui va être très fin, il ressemble à ça, souvent pour un cube. Ça, c'est un cube qui est encastré en haut. On a besoin d'un maillage très très fin, mais qui n'est que sur le bord. Et un maillage bien du plan de fissure qui, lui, doit être remaillé régulièrement. Lui, il peut être assez grossier, comme celui-là. Qui marche très bien. Et chose importante, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de conformité ici, entre ces deux maillages. Ce qui fait que ce maillage, on peut le remailler indépendamment du reste. Donc, on a notre problème de minimisation que j'ai réécrit avec les inconnus. Hein. C'est pas très beau à regarder, mais c'est pas dangereux. Et on peut le réécrire sous forme d'un problème linéaire, un problème de minimisation avec des opérateurs, un opérateur phi, un opérateur x, r, enfin xi majuscule, r et un second membre b. On paramétrise le plan de la fissure avec quelques paramètres, 2 en 2D, je crois, et 3 en 3D, ça suffit. Et puis, bon, là, j'ai mis pour information ce que valent les différents opérateurs, c'est pas méchant. Donc, ce problème de minimisation, il est là. On a d'abord une partie qui est quadratique par rapport à certaines inconnues, donc on aura juste une matrice à inverser. Alors, une matrice d'accord, mais qui est quand même un petit peu sous-déterminée. Donc, on va devoir régulariser. On va rajouter un terme de régularisation que je ne vais pas forcément détailler ici. Et puis, par contre, on a une partie par rapport au plan, eh bien, on a un problème non linéaire. Donc là, on va utiliser un algorithme de Newton. Donc, il va y avoir un algorithme de Newton, et à chaque pas de l'algorithme de Newton, on va minimiser par rapport au alpha, bêta, gamma, donc faire une inversion de matrice. On construit les opérateurs de façon à écrire tout ça de façon un petit peu plus compacte. On recalcule donc un opérateur psi à chaque pas. X et R sont fixes. Ça tombe bien parce qu'ils sont sur un maillage qui est beaucoup plus fin. Et puis donc on a un problème de minimisation avec M qui sera une matrice qui fait la régularisation. Voilà, donc une partie problème linéaire, une partie régularisation. Et on met quelques conditions limites pour régulariser. Donc d'abord on impose que le saut de déplacement doit être nul sur les bords si on sait que la fissure est non débouchante, parce que c'est quand même le but de voir des fissures qui ne peuvent pas se voir sur la surface du matériau. Et ici, c'est un saut positif. Là, c'est la condition de contact, parce qu'on sait que la matière ne s'interpénètre pas au niveau de la fissure. C'est le saut de déplacement qui doit être positif. Alors, un petit peu de résultats pour faire joli. Donc, on a pris un cube, le cube unité, il est gentil. On y applique des efforts. Il est encastré sur le bord supérieur, ce qui fait qu'on n'a pas de données de Neumann sur ce bord supérieur. On rajoute un bruit de 1% sur les données de Dirichlet qui ont été mesurées. Et on cherche à identifier une petite fissure ellipsoïdale qui serait là-dedans. Donc, quand on fait on applique la procédure de minimisation que je n'ai pas détaillée, on arrive à identifier le plan, qui est, alors c'est lequel? C'est le rouge qui est le plan identifié. Et puis, dans le plan, on calcule le saut de déplacement. Après, on a proposé de faire un seuillage, donc par exemple, seuillage à 20%, pour avoir en noir une fissure identifiée. Donc, on voit ça en 3D. On arrive à approcher pas trop mal la vraie fissure qui est en vert, alors qu'on avait un petit peu de bruit et qu'on n'avait pas les données redondantes sur l'ensemble du bord. Alors, voilà pour cette partie numérique. Après, on a fait une partie, alors je vais aller un petit peu vite parce que comme on a perdu du temps au début, une partie expérimentale qui a été donc
c'est juste un réemploi de mesures qui ont été faites dans un cadre totalement différent. On a repris comme données, donc là c'est un problème 2D, c'est un problème de fendage d'une éprouvette en béton, en béton réfractaire même, donc un comportement non linéaire, y compris au niveau de la fissure ici qui va se propager. Donc oui, le principe c'est que ce coin qui est ici, c'est comme quand on fend des bûches, ce coin il va avancer et il va faire se propager cette fissure qui est là, qui a été pré-entaillée dans la matière. Et donc le but de ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer d'identifier le saut de déplacement le long de cette fissure pré-entaillée à partir uniquement de données sur le bord. Donc les données sur le bord, ici, ça sera sur la ligne qui est ici, sur tout le bord. Voilà. Donc là, c'est des données réelles, donc naturellement bruitées. On n'a pas de condition de Neumann ici. Donc tout partout, c'est des bords libres, hein, tout ça, sauf là où j'ai mis du rouge. Là où j'ai mis du rouge, il y a des contacts. Voilà, donc on a des données de Neumann et de Dirichlet ici, et des données de Dirichlet partout. Donc on a un seul cas test, on a quelques fonctions test en 2D. On n'a pas trouvé la ligne de la fissure, elle est connue, là, elle est tracée. Et puis, on détermine automatiquement le paramètre de Tikhonov qui sert à la régularisation, que je n'ai pas trop détaillé, grâce à une L-curve. Et donc, on tombe là-dessus. On a une distinction entre la référence qu'on avait calculée, qui avait été mesurée en fait par corrélation d'image, parce qu'évidemment, on a accès à toute la surface de l'éprouvette. Donc, on peut avoir une solution de référence, et puis on reconstruit une solution en se restreignant uniquement au bord de l'éprouvette. Et donc, la solution, on voit qu'elle est assez propre, en fait, par rapport à la référence. Par contre, il y a un bémol, c'est qu'on n'est pas capable de trouver la taille vraiment de la fissure, où la fissure s'arrête. Mais ce qui se passe, c'est qu'en réalité, ce qu'on a vu sur ce cas-là, c'est qu'en fait, cette question-là n'a pas trop de sens parce qu'il s'agit d'un béton avec un comportement très particulier. Il n'y a pas une cassure nette. Il y a une zone, ce qu'ils appellent une zone d'élaboration, dans laquelle le matériau n'a plus un comportement tout à fait linéaire, mais n'est pas totalement rompu. Voilà. Et alors là, c'est juste vraiment que plaisir des yeux, parce que je ne vais pas trop détailler, surtout vu le temps que j'ai. Sur des formes de fissures plus complexes, parce que jusqu'ici, on était toujours sur des fissures planes. L'avantage avec la méthode de Petrov-Galerkin, c'est qu'on peut relâcher un petit peu toutes les conditions. Et donc, on peut tenter, donc, par exemple, en proposant que la surface oméga, donc la surface sur laquelle on propose à la fissure de créer un saut, ça soit l'ensemble des bords d'un maillage élément fini, donc l'ensemble des petits éléments, des petits segments dans un maillage élément fini, eh bien, on propose une fissure extrêmement riche. Et donc après, en régularisant comme il faut et avec un algorithme génétique, grâce à ses propriétés régularisantes, on arrive à reconstruire une fissure, donc là en multicolore, là, qui soit pas trop éloignée de la vraie fissure qui est en rose ici. Et après, une autre approche qu'on a proposée, c'est l'approche par fissure diffuse. Donc là, on se rapproche pas mal de ce qui est fait justement sur la méthode de linear sampling, dont j'avais parlé au tout début sur l'équation de Helmholtz, où on identifie non plus un saut de déplacement, mais une fonction n fois un saut diffus de déplacement. Donc, le sens physique de ça, on ne sait pas trop, mais ça va donner une fonction indicatrice qui est la plus forte là où il y a de la fissure. Donc là, on a en rose les fissures et en rouge la fonction indicatrice qu'on identifie. Voilà. Donc, pour conclure, ce principe de l'écart à la réciprocité, ça a été utilisé à l'origine principalement pour des preuves théoriques d'identifiabilité. Ce qu'on s'est aperçu, mais ça fait assez longtemps qu'on le sait, c'est qu'on est capable de faire du numérique avec ça. Donc, on a voulu voir jusqu'où on peut pousser un petit peu la machine et voir bien comment on peut étendre ça jusqu'à des données réelles avec des données manquantes. Donc, on a proposé différentes approches pour aller jusqu'à des données expérimentales et voir comment se passait l'hypothèse de fissure plane. Donc, pour le dernier point, l'hypothèse de fissure plane, il se pose encore la question de la fiabilité pour des cas avec des données manquantes.
Et du coup, je vous remercie pour votre attention. Donc là, j'ai toute ma bibliographie. Donc, si jamais vous voulez voir l'un des papiers que j'ai cités, c'est le moment de faire une impression d'écran. Et sinon, je suis prêt à recevoir vos questions. Merci Renaud. Ça va? Ça va, ça va. Bon, je remplace Monsf. Elle a eu un petit empêchement, donc elle ne peut pas continuer avec nous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Des remarques? Commentaires? Salut Mourad. Salut Monsf. Oui, oui juste pour un petit moment au cas où. D'accord, alors. Oui, j'ai une petite question à Renaud. Oui. Renaud, concernant les méthodes que tu as citées de complétion de données que tu as citées au début, hein, Oui. est-ce que les méthodes de complétion de données que tu as citées au début, oui. est-ce qu'elles sont liées à la dimension de l'espace ou marchent pour n'importe quelle dimension? Alors, le problème extrémal borné, je n'ai vu ça que en 2D. Hein. Je ne sais pas si ça existe en 3D, mais voilà. Je ne crois pas, Renaud, parce qu'elle utilise la théorie d'analyse complexe. Donc, oui, voilà, c'est des fonctions holomorphes. Ouais. Bon. Et les autres, alors, pour ce qui est de la méthode de l'erreur en énergie, oui, elle est applicable en 2D, en 3D. Alors après, si on veut monter plus haut en dimension, je ne sais pas, je ne vois pas d'opposition. Je pense que c'est une méthode qui est assez malléable, hein, celle-ci. D'accord, oui. Et puis pour la méthode de Steklov également, moi je l'ai appliqué en 2 et en 3D sans trop de problèmes. D'accord. Juste une petite autre question. Bon, je n'ai pas suivi tout l'exposé. Je ne sais pas ce que tu as parlé de ça ou non. Est-ce que tu as essayé de voir avec des fissures circulaires? Alors, j'ai des fissures qui n'ont pas une forme plane en tout cas. Voilà. Donc là, en rose, une fissure qui a une forme un petit peu incurvée. Ah, d'accord. Voilà, j'ai proposé une méthode. Alors là, je n'ai pas détaillé, hein, mais c'est. Et quelle est la fissure exacte? La fissure exacte, c'est en rose. Ah, d'accord. Et la fissure qu'on reconstruit, c'est en multicolore, mais avec beaucoup de régularisation. Là, c'est pas une méthode qui est automatisable ici. Hein. Il y a beaucoup de paramètres à régler un petit peu à la main. C'est assez compliqué. Et pourquoi il a une branche juste perpendiculaire? Oui, c'est là. Alors bon, en fait, il y a des problèmes d'inexactitude. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une méthode un algorithme génétique, donc c'est un algorithme qui n'est même pas déterministe. C'est-à-dire que si je lance 2 fois, je n'aurai pas 2 fois la même fissure. Donc voilà, il y a un petit peu d'incertitude sur cet algo-là. Celui-là, il est plus stable. Il y a quelque chose de diffus, on a un résultat plus stable. D'accord. D'accord, merci Renaud. Ok, merci. Donc, d'autres questions? J'ai vu Meher qui a levé la main. Bonjour Renaud. Bonjour. Merci pour l'exposé. Alors, j'ai 2 petites questions. Pour la première, pourquoi dans l'équation d'équilibre, il n'y a pas de force volumique? Alors, pourquoi? C'est juste parce qu'on a décidé de ne pas en remettre dans cette équation-là. En mécanique, c'est assez rare qu'on considère les forces volumiques. Ça peut être le poids, mais souvent on le néglige. Alors, dans le cas où il y en aurait, je crois que la méthode reste applicable, mais il faudrait un petit peu travailler là-dedans. Il y a une petite modification à faire. En fait, il faut que les champs test V ils respectent. Alors, comment c'est? Je crois que la méthode reste applicable. Il y a une petite gymnastique à faire. Là, tout de suite, je ne saurais pas dire. D'accord, parce que donc voilà, il y a des choses qu'il faut travailler pour le cas général. Ok. Et la deuxième question concernant le problème de quand vous avez le saut doit être positif.
comment vous faites, quelle est la méthode numérique que vous utilisez pour la résoudre? C'est Usawa. Alors, c'est là, c'est une méthode de. Alors, hop, pardon, c'est la méthode d'Usawa pour faire cette minimisation-là. D'accord, d'accord. Merci. Ok, merci Maël. Si tu peux désactiver ton micro, c'est fait, ok. Alors, d'autres questions? Non? Bon, j'ai peut-être une petite question en fait. Là, je vois que tu as négligé l'effet de la pression. Est-ce qu'il y a des résultats où tu remplaces ton opérateur par l'opérateur de Stokes, par exemple? Alors, l'effet de la. Je comprends pas bien la. Tu remplaces l'élasticité par Stokes. Ah, oula. Alors, ça, honnêtement, je connais des résultats avec la place et avec l'élasticité. Au-delà, je ne sais pas. Je n'en connais pas trop. Non. Après, il y a des variantes de l'élasticité en non linéaire, là où on met une fonction non linéaire ici à la place. On a quelques résultats, mais je ne connais rien de plus. D'accord. Ok, merci encore une fois. Je ne sais pas si vous avez encore des questions à poser. C'est le moment ou jamais. Très bien, merci encore une fois, puis à très bientôt. Merci pour l'invitation. Hein. Très bien. Merci. Bon. Merci Mourad, merci Reno. Et merci Mourad. Écoute, je te cède la parole, vas-y. Oui, non, c'est juste pour dire merci à Reno d'avoir accepté l'invitation et j'espère te voir parmi nous très prochainement. Oui, dès qu'on pourra, oui. Oui, d'accord. Allez, au revoir et à la prochaine. Au revoir. Merci Arbi Zada. Merci, monsieur.